l'alcool de façon générale R'OH, eh bien, pour obtenir l'ester, qu'est-ce qui se passe? Il y a élimination du molécule H2O entre l'acide et l'alcool. Donc, on obtient H2O. Et le reste, ça forme l'ester. Partie qui provient de l'acide RCOO et la partie qui provient de l'alcool, c'est R'. Donc, un ester, c'est quoi au fait? C'est la condensation, c'est la réaction entre un acide et un alcool, et cette réaction permet d'éliminer, de former une molécule H2O. On peut se poser la question, qui c'est qui donne le H et qui c'est qui donne le OH pour contribuer à la formation de la molécule H2O? Bon, alors pour répondre à cette question, normalement il faut se placer au niveau des molécules, chose qu'on ne peut pas réaliser. Mais on peut utiliser ce qu'on appelle les atomes traceurs, c'est-à-dire il suffit de placer un oxygène radioactif, c'est-à-dire utiliser soit un alcool, soit un acide avec un oxygène radioactif, et on peut suivre donc la trace de cet élément radioactif. S'il paraît dans la molécule H2O, eh bien, par exemple, s'il était placé ici, sur l'alcool, eh bien, on va dire que c'est l'alcool qui va donner le H et l'acide donne le H. Sinon, c'est l'inverse. Bon, ce problème ne nous intéresse pas. Bon, bien sûr, les études ont montré que s'il s'agit d'un alcool primaire, eh bien, c'est l'alcool qui donne le H, contrairement à ce qu'on pensait, et l'acide qui donne normalement le H, d'après la définition de Branchel. Et s'il s'agit d'un alcool tertiaire, c'est le contraire, c'est l'acide qui donne le H et l'alcool fournit le OH. Si l'alcool est secondaire, eh bien, on peut assister un peu de ça et un peu de l'autre situation. Bon, alors, le premier qui a étudié cette réaction d'estérification, c'est le français, le chimiste français Berthelon, 1628. Il a réalisé un mélange équimolaire, c'est-à-dire égale quantité de matière, N0 mol d'acide, N0 mol d'alcool. Donc, au départ, à T égale à 0, initialement, le mélange est constitué d'égale quantité de matière de l'acide et de l'alcool. Il a placé ce mélange dans un bain-marie à température constante. Et par la suite, il a réalisé une étude cinétique comme l'étude qu'on a faite au début de la leçon cinétique de cette année. Alors il y a deux techniques. Ou bien on utilise ce qu'on appelle le montage à reflux. C'est un montage qui permet donc de réaliser ou de placer le mélange dans un ballon et utiliser un choc-ballon. Dans ce ballon, on met le mélange réactionnel et on utilise un réfrigérant ascendant. Branché donc au ballon. Ce réfrigérant ascendant, eh bien, il va empêcher le mélange de s'évaporer. Bien sûr, lorsque la température arrive, la température d'ébullition des réactifs et des produits, ces produits et ces réactifs peuvent changer d'état liquide à l'état de gaz et monter. Et pour les empêcher de sortir du milieu réactionnel, c'est-à-dire les reflux dans le mélange, on utilise un réfrigérant. Bien sûr, deux compartiments qui ne communiquent pas. Le compartiment extérieur, il est muni d'un tube qui permet de faire arriver un courant d'eau froide. Eau froide. Et cette eau froide va baigner cette colonne verticale. Et ici, la sortie de l'eau froide, donc qui permet de condenser les vapeurs qui montent et qui les permet de reflux dans le mélange réactionnel. Et bien ce montage, il est appelé montage à reflux. Montage à reflux. Sinon, on peut partager le mélange réactionnel dans plusieurs tubes à essai et on place les tubes à essai dans un bain-marie à température constante, en état constant, par exemple 100 degrés. Et bien dans ce bain-marie,
les tubes à essai contiennent la même quantité d'acide et d'alcool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si on prévoit 10 tubes à essai, eh bien, vous partagez le mélange en 10 tubes à essai, eh bien, ça veut dire que chaque tube à essai contient 1,0 sur 10 mol d'acide et 1,0 sur 10 mol d'alcool. Donc c'est la même composition dans chaque tube à essai. On peut numéroter les tubes de 1 jusqu'à 10. Eh bien, dans tous les tubes, il se passe la même réaction d'estérification. Alors, pour pouvoir suivre cette réaction d'estérification, on va sortir les tubes les uns après les autres à intervalles de temps réguliers, au bout de chaque 10 minutes par exemple. Alors, bien sûr, l'étude qui a été faite a montré que la réaction est très lente. Pour pouvoir accélérer plus ou moins cette réaction, eh bien, on peut, bon, bien sûr, ici on a joué sur le facteur température. Vous vous rappelez le facteur cinétique qu'on a étudié au début de cette année? On a joué sur le facteur température, donc pour pouvoir accélérer un peu le rythme de la réaction. Et on peut ajouter un catalyseur. Et le catalyseur utilisé ici, souvent, c'est des gouttes d'acide sulfurique concentré, quelques gouttes. Et on peut même ajouter ce qu'on appelle les pierres ponces. C'est des pierres volcaniques qui permettent d'homogénéiser, de réguliser la répartition de la chaleur. Alors, pour pouvoir suivre cette réaction, on va procéder à des dosages. À chaque fois, à chaque intervalle de temps, lorsqu'on fait sortir le tube, on va doser un de ces 4 constituants. Alors bien sûr, on a l'habitude de doser les acides, vous vous rappelez, le dosage acide-basique. C'est l'acide qu'on va doser. On va doser la quantité de matière d'acide restant dans un tube à essai à la date donnée. Alors pour doser, bien sûr, vous vous rappelez, il faut disposer d'un montage du dosage. C'est-à-dire, si vous sortez le tube, vous devez réaliser une trompe, c'est-à-dire vous devez arrêter la réaction immédiatement à la date de sortie du tube, et ceci nécessite d'avoir de l'eau glacée à 0 degré Celsius. Donc, à la date TI, date de sortie d'un tube, on réalise une trempe, c'est-à-dire on verse le contenu du tube dans de l'eau, 50 ml par exemple, d'eau glacée à 0 degré Celsius, et il y a déjà une burette qui est préparée. On prévoit une burette dans laquelle on place la solution de soude pour pouvoir doser l'acide, donc Na plus HO-, de concentration, ce sont deux bases, de concentration Cb et de volume Vb. Alors, dans le bécher, il y a le contenu du tube, c'est-à-dire c'est une solution, bon, il y a de l'eau, il y a l'ester et il y a l'alcool, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'acide. C'est une solution donc acide. De quantité de matière d'acide, Na. Bon, le volume, on s'en fout parce que nous, on est intéressé par la quantité de matière. Donc, la réaction du dosage, vous la connaissez, dosage d'un acide faible, acide carboxylique en général, c'est des acides faibles. Dosage d'acide faible par une base forte, eh bien, l'acide en général, c'est RCOOH, écriture en chimie minérale. Plus, eh bien, on dose avec la soude, c'est HO-, réaction elle est totale, vous vous rappelez. Ça permet donc de fournir, de faire passer le H+, et on obtient l'ion carboxylate, méthanoate, éthanoate, etc. Et H2O, hein, on neutralise l'acide par la base. Alors, à l'équivalence de cette réaction, donc à l'équivalence, on a le droit d'écrire la quantité de matière d'acide qui se trouve dans le tube d'acide à la date donnée T, eh bien, c'est égal à la quantité de matière de base ajoutée. Et la quantité de matière de base ajoutée, c'est CB, VB. Eh bien, connaissant le volume ajouté et connaissant la concentration, on peut déterminer la quantité de matière d'acide restant dans un tube à une date donnée. Alors, si on termine cette expérience, on aurait 10 mesures, parce qu'on a disponible des tubes, et on peut donc par la suite tracer une courbe. Une courbe dans laquelle on va suivre l'évolution en fonction du temps de la quantité de matière d'acide
restant. Donc, je vais par exemple noter en vert la quantité de matière d'acide restant. Quantité de matière d'acide restant à une date donnée t. Initialement, à t égale à 0, la quantité de matière initiale c'était N0. Bon, N0 sur 10 dans chaque tube, mais de façon globale, c'est N0. L'expérience montre que cette quantité de matière, elle diminue parce qu'il y a la réaction d'estérification. Et à la fin, on constate qu'on ne peut jamais estimer faire disparaître complètement l'acide. Eh bien, cette quantité de matière tend vers une valeur limite qui est le 1/3 de ce qu'on avait initialement, N0 sur 3. Voilà. Donc, c'est une fonction décroissante qui tend vers le 1/3. Alors, bien sûr, si on trace également la quantité de matière d'ester formée, eh bien, on va trouver les 2/3 comme valeur finale, 2/3 de N0. Donc, la quantité de matière d'ester formée, elle augmente au départ, mais à la fin, elle tend vers une valeur limite qui est 2/3 de N0. Conclusion, la réaction d'estérification, c'est une réaction qui est de propriétés intéressantes. Elle est lente, parce qu'il faut attendre une durée considérable, ça dépend des conditions expérimentales, plus ou moins longues, pour atteindre l'état d'équilibre et l'état final. D'une part. D'autre part, il n'est jamais total, il tend toujours vers une valeur limite. Donc, deux propriétés intéressantes, réaction d'estérification, et lente et limitée. Elle est limitée. Alors, on peut se poser la question, pourquoi elle est limitée? Pour répondre à cette question, bien sûr, Berthelot et les chimistes qui ont étudié cette réaction ont pensé à ce qu'il y a en même temps une réaction qui se passe en sens inverse, qui permet donc de retransformer l'ester en acide et alcool, et qui permet de freiner en quelque sorte cette réaction, c'est-à-dire à une date donnée, il va se former autant d'ester et d'eau qui en disparaît par le chemin inverse. Pour justement s'assurer de cette affirmation, il faut étudier cinétiquement la réaction inverse. C'est ce qu'on appelle la réaction d'hydrolyse, c'est l'action de l'eau sur l'ester. Alors, la réaction d'hydrolyse, c'est la réaction entre ester, on parle souvent de hydrolyser un ester, ester plus eau, eh bien, ça donne acide plus eau. L'étude qui a été faite, eh bien, elle est semblable à celle-là, c'est-à-dire, on part d'un mélange équimolaire N0 mol, 0, 0, à la date T égale à 0. On suit cette réaction de façon progressive au cours du temps. Eh bien, on dispose d'un bain-marie dans lequel on répartit le mélange en plusieurs tubes, on fait sortir les tubes à intervalles de temps réguliers et à chaque instant de sortie, on dose cette fois-ci l'acide formé. Avant c'était l'acide restant, mais cette fois-ci c'est l'acide formé. Les résultats de l'expérience permettent de tracer la courbe suivante ou les courbes suivantes. Alors, résultat de l'expérience, on obtient en fonction du temps, quantité de matière d'acide, je vais utiliser la même couleur, verte, acide, alors c'était ici restant, l'ester s'était formé, quantité de matière d'ester formé, c'est pas final, formé. Également ici, on va suivre les deux, quantité de matière d'ester restant cette fois-ci, et là, quantité de matière d'acide formée.
part d'un mélange équimolaire N0, N0 ester et eau, eh bien, l'ester, sa quantité de matière diminue à partir de N0. L'ester, c'est en rouge, diminue à partir de N0, mais sans jamais disparaître complètement. Eh bien, elle tend vers une valeur limite qui est 2 tiers de N0, fonction décroissante. Alors que la quantité de matière d'acide formée, initialement c'est 0, donc c'est une fonction croissante à partir de 0, elle croît mais jamais dépasser le 1 tiers. Voilà. Alors, on constate que les deux courbes sont complémentaires, c'est-à-dire si on trace les 4 courbes, le même système d'axes, eh bien cette courbe verte serait là, c'est-à-dire si on combine ces résultats, on obtient quelque chose comme ça. Alors la valeur initiale N0, les 2 tiers, le 1 tiers, 2 tiers N0, 1 tiers le N0. La quantité de matière d'acide, et la quantité de matière d'ester. Bon, alors, je ne vais pas noter restant ou formé parce que je vais superposer les deux courbes. Alors, les droites asymptotes sont ceci. La quantité de matière d'acide, s'il s'agit d'estérification, au départ, 0 acide et ça monte. Donc, estérification, c'est la formation d'ester. L'ester formé ne peut pas dépasser les 2 tiers. S'il s'agit d'hydrolyse, l'ester hydrolysé ne peut pas dépasser 2 tiers. Initialement, c'est N0, ça tend vers 2 tiers. Pour l'acide, la réaction d'estérification, au cours de cette réaction, l'acide disparaît. Donc, initialement, il vaut N0, mais elle diminue, mais sans tomber au-dessous de 1 tiers de N0. S'il s'agit d'acide formé, eh bien, il augmente, et sans dépasser le 1 tiers. Alors, il paraît que les deux réactions, estérification et hydrolyse, à partir de cette étude expérimentale, sont deux réactions qui se passent simultanément. C'est-à-dire, dès que les premières molécules d'ester et d'eau se sont formées, eh bien, il y a probabilité, il y a chance qu'il y ait réaction entre elles pour redonner à nouveau l'alcool et l'acide. C'est ce qui freine en quelque sorte la réaction dans un sens ou dans le sens inverse. Eh bien, au départ, on peut dire que la vitesse de formation de l'ester et de l'eau, elle est grande par rapport à la vitesse contraire, parce que sur le plan statistique, au départ, les molécules acide et alcool sont nombreuses. Mais à fur et à mesure que le système évolue, eh bien, le nombre de molécules des molécules acides et alcool diminue et le nombre de moles des molécules ester et d'eau augmente. Ça veut dire que les deux vitesses varient en sens inverse si on parle en termes de vitesse. La vitesse d'estérification et la vitesse d'hydrolyse. Au départ, la vitesse d'hydrolyse pratiquement nulle, la vitesse d'estérification, elle est plus grande. Seulement, la vitesse d'estérification diminue alors que la vitesse d'hydrolyse augmente. La plus grande valeur diminue, la plus petite valeur augmente, et bien, à un instant donné, les deux vitesses deviennent égales. Ça veut dire qu'il se forme l'ester et l'eau dans le sens 1, à l'instant où les deux vitesses deviennent égales, il en s'en forme autant qu'il en disparaît. On dit qu'on a atteint un état
d'équilibre. État d'équilibre. Cet état d'équilibre nous permet de réécrire la réaction de la manière suivante. Acide plus alcool, bien, on utilise la notation double flèche. Ça donne ester plus eau. Bien, les deux sens, ça veut dire que c'est un système qui contribue à un état d'équilibre. Alors, si on dresse un petit tableau d'avancement, initialement, état initial. Si on part d'un mélange équimolaire N0, N0, 0, 0, et bien à la fin, à l'équilibre, on ne peut pas estimer obtenir plus que 2 tiers de mol de N0 ester. La même chose, étant donné les mêmes coefficients, 2 tiers N0. Alors qu'il reste N0 sur 3, N0 sur 3. C'est un résultat expérimental s'il s'agit bien sûr d'alcool primaire, d'un mélange équimolaire d'alcool primaire et d'acide. Du moment que le système évolue vers un état d'équilibre, eh bien on peut le traiter comme les équilibres qu'on a étudiés, c'est-à-dire on peut parler de QR, quotient de la réaction, à l'équilibre. Donc le QREC, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs constante d'équilibre, c'est égal produit des concentrations des produits, c'est-à-dire ester, que multiplier concentration de l'eau sur concentration de l'acide fois concentration de l'alcool. Bien sûr, à l'équilibre. Alors vous allez me dire que on n'avait pas l'habitude d'introduire l'eau dans l'expression du K, du QR, ou du QR. Oui, c'est vrai, mais c'était dans le cas où l'eau jouait le rôle du solvant. Ici, l'eau, ce n'est pas un solvant, c'est un produit de la réaction. Parce qu'au départ, vous mélangez l'alcool et l'acide sec. L'eau, c'est un produit de la réaction, ce n'est pas un solvant. Donc, il faut intervenir dans l'expression de K. Alors, bien sûr, si on développe, ça serait quantité de matière ester divisé par volume total, fois quantité de matière de l'eau divisé par volume total. Tout divisé par quantité de matière d'acide sur volume fois quantité de matière d'alcool sur le volume. Eh bien, les volumes s'en vont, parce que les 4 constituants baignent dans le même volume. Les quantités de matière à l'équilibre, N ester et NO sont égales. C'est 2 tiers N0 au carré sur 1 tiers N0 au carré. Est-ce qu'ils sont égaux? On simplifie, donc 2 au carré c'est 4. 3 au carré, on peut simplifier par N0 au carré sur 3. Qu'est-ce qu'il reste? 4. Eh bien, on obtient ce résultat très rencontré, très connu pour les réactions d'estérification. Pour les alcools primaires, la constante d'estérification est égale à 4. Bien sûr, si on est en train d'étudier l'inverse, c'est-à-dire l'hydrolyse, on va trouver l'inverse. On va trouver K' égale 1 sur K. Ça, c'est la constante d'estérification. La constante d'hydrolyse, c'est égal 1 sur K, E, c'est 1 quart. C'est 0,25.